tous et merci aux équipes du Hub Institute de nous donner l'occasion de nous exprimer sur ce sujet à la fois passionnant et tout à fait d'actualité. Quand on parle de RGPD, quand on parle de beaucoup de sujets, on s'aperçoit qu'en fait il y a une vraie conscientisation des consommateurs, de nouveaux besoins, de nouvelles envies dans leur rapport aux marques et en fait le CRM est aujourd'hui le fer de lance de cette relation client. Et c'est ce sur quoi on voulait rebondir avec Olivier aujourd'hui. Je te laisse te présenter. Avec plaisir. Bonjour, donc je suis Olivier Barre, je suis en charge de la transformation digitale chez Sephora, donc au niveau Europe, Moyen-Orient. Sephora, je vais passer rapidement, je pense que tout le monde connaît, c'est un distributeur de produits et services beauté. Et en gros, mon job, c'est digitaliser Sephora, créer des nouvelles expériences et innover et évaluer tous les outils technologiques notamment à mettre en place pour pouvoir donner vie à ces nouvelles expériences qu'on souhaite inventer, à la fois dans nos canaux online et puis dans nos magasins évidemment. Pour ma part, donc Cyril Fekete, je suis partenaire conseil chez Artefact, notamment en charge de comptes dans le monde de la beauté et de la distribution sélective, dont Sephora, qu'on accompagne maintenant depuis 3 ans. Tu nous as fait confiance il y a 3 ans, on était à peine 10, tout juste 10, maintenant on est tout juste 1000 dans le monde. Donc merci de nous avoir fait confiance et nous avoir vu grandir à vos côtés. Nous on est très fiers d'avoir pu accompagner Sephora depuis 3 ans maintenant. Et d'avoir pu vous aider à concevoir des nouveaux services et à les mettre en place. Donc merci de nous avoir accordé cette confiance. Peut-être Artefact en 2 mots, nous sommes en fait une agence conseil qui regroupe plusieurs métiers, dont des métiers du conseil stratégique opérationnel auprès des CMO, des équipes de data science, parce qu'aujourd'hui on a un pool de plus de 50 data scientists en France, et des équipes de marketeurs, des gens dont le vrai métier initial c'est le marketing, des anciens d'agences de communication et puis depuis notre fusion avec NetBooster, agence média et activation. Donc voilà en 2 mots pour la réclame d'Artefact. Vers un CRM 2.0, c'est le sujet qu'on voulait aborder aujourd'hui. CRM 2.0 parce que le CRM c'est devenu une commodité au fil des années, un sujet qui est plus ou peu abordé au sein des équipes marketing, alors qu'en réalité c'est le fer de lance de la relation client. Et en fait le CRM 2.0 c'est en fait la rencontre de 2 choses. D'une part des exigences consommateurs plus fortes pour sortir de formats de communication hyper intrusifs, répétitifs et des formats de communication qui soient peu engageants et à sens unique de la part des marques. Donc ça c'est une exigence croissante de la part des consommateurs et en face de ça il y a des marques dont Sephora fait partie, Sephora est même pionnier sur ces sujets-là, justement de la prise de conscience de ces demandes de consommateurs, de ces exigences de consommateurs, et Sephora fait partie des marques qui justement proposent des nouveaux services, des nouveaux contenus, des nouveaux produits pour répondre à ces exigences. Alors, pour nous, le CRM 2.0, ça regroupe 2 éléments fondamentaux. Le premier, c'est celui d'offrir aux clients la possibilité d'un dialogue. Donc on n'est plus dans une relation à sens unique de la marque vers le consommateur, et ce en prenant en compte le point de contact préférentiel. Et je pense que c'est un des éléments clés. C'est d'arriver pour les marques, d'arriver à communiquer avec le consommateur, non plus avec un seul canal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une attente de communication unifiée, quel que soit le point de contact. Il ne faut pas attendre que le consommateur veuille bien utiliser un Google Home pour être pionnier sur ces sujets-là. Donc il y a une vraie problématique à être sur l'ensemble des points de contact, disponibles sur l'ensemble des points de contact, donc à la fois les traditionnels, marketing direct, les réseaux sociaux, le média, etc. Et puis les nouveaux points de contact. Ça c'est le premier élément, être en capacité à être présent sur ces canaux. Le deuxième élément, c'est d'arriver à prendre en compte le point de contact préférentiel. Parce qu'aujourd'hui, un consommateur interagit énormément
avec nos supports de communication. Et on doit être en capacité de pouvoir orchestrer les différents canaux pour assurer non pas une surexposition, non pas une sous-exposition, mais bien que le message puisse être passé. Et donc c'est là où l'intelligence artificielle vient prendre le relais de l'intuition marketing et vient permettre cette orchestration multicanal pour assurer justement ce passage du message. Quelques illustrations de ce qu'on a pu faire sur ces nouveaux canaux de communication avec les clients, notamment les conversations. L'idée, c'était de sortir d'une relation finalement monodirectionnelle entre l'enseigne et les clients, pour passer vers une relation bidirectionnelle et beaucoup plus intuitive, notamment via des communications, des dialogues finalement. Donc on a lancé deux initiatives, une première en fin 2016, donc avec un beauty bot qu'on a mis en place pour aider nos clients finalement à trouver le meilleur cadeau pour faire plaisir à leurs amis. Et donc il y a un certain nombre de petites questions qu'on posait aux clients, on les accompagnait dans cette recherche de cadeaux, parce que nous tous, quand on a envie de faire plaisir à quelqu'un, on essaie de ne pas se tromper et c'est pas toujours évident. Donc voilà, c'était un premier exemple qu'on a lancé. Et puis là, plus récemment, donc, en novembre, on a lancé un nouvel type d'assistant donc autour de la voix. Avec Google Home, Google Assistant, où on a voulu lancer plusieurs use cases qui étaient complémentaires des expériences et des services qu'on faisait vivre aux clients en magasin. Donc l'idée sur le Google Home, donc avec le bot Sephora, ça va permettre de finalement échanger autour de contenus, donc leur mettre à disposition des contenus personnalisés pour pouvoir inspirer les clients et puis leur raconter des choses qui sont pertinentes pour elles. Également leur permettre de réserver des services, donc voilà, dans le cadre de la préparation de la visite en magasin. Et puis également, comme ça a une vocation ludique extrêmement forte, on avait inventé des jeux pour déterminer son niveau de beauty addict à partir de petits quiz assez marrants. Donc on a lancé en novembre, ça a plutôt bien marché, ça a fait plaisir aux clients. On a eu pas mal de feedback positif. Et l'idée c'était vraiment de tester, d'apprendre et de créer des expériences qui soient complémentaires et créatrices de valeur en parallèle de nos expériences magasins. Alors, si je peux rebondir là-dessus, ce que je trouve vraiment fascinant dans ces deux cas de figure, c'est d'une part que vous avez réussi à faire en sorte, d'un point de vue créatif, l'identité de la marque ressorte bien dans ces nouveaux points de contact. Et en fait, c'est une des craintes sur les nouveaux points de contact, que ce soit le bot, Home, Alexa ou autre, c'est justement de ne pas arriver à rendre l'identité de marque. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui a été extrêmement bien rendu sur ces nouveaux points de contact. Et puis l'autre élément que je trouve réellement intéressant dans nos discussions, c'est aussi de se dire que l'intelligence, elle ne doit pas être silotée et on ne doit pas avoir un mode de communication bot et puis un mode de communication Home et puis encore un autre mode de communication email marketing. Il y a une intelligence et une seule et une connaissance client qui doit être relayée sur les différents canaux. Et ça, c'est des choses sur lesquelles vous vous positionnez et qui sont vraiment particulièrement intéressantes. Ouais. Le deuxième élément du CRM 2.0 de notre point de vue, c'est d'arriver à nouer une relation de confiance et de donner aux clients des bonnes raisons de se fier et de se confier à la marque. L'idée, c'est à tort, beaucoup de marques sont accusées de vouloir piller les données de façon sournoise, à des fins purement lucratives, etc. Et en fait, je pense que c'est justement ça, le CRM 2.0, c'est d'être justement transparent et de viser un engagement sincère vis-à-vis des clients et des consommateurs. Ça passe notamment par des nouvelles propositions de valeur, des nouvelles formes de contrats passés avec des contrats de confiance passés avec les consommateurs. Alors ici, on a repris 3 exemples qui nous semblent assez parlants sur le marché, qui sont assez innovants, qui sont d'une part produits, d'autre part services et enfin contenus sur le marché. Alors, premier exemple, c'est celui des box, où en fait la marque en question a, dans son ADN, dans sa promesse, conçu quelque chose qui nécessitait de la donnée client. C'est-à-dire que en fait, la personnalisation de la box, du sérum, passe par le remplissage d'un questionnaire, passe par le partage de données pour améliorer la proposition de produits, la proposition de produits au sein de la box, la proposition de sérum beauté. Donc ça, c'est un premier élément où, en fait, de façon spontanée, la marque, de façon transparente, vient collecter des données en vue de personnaliser le produit.
Deuxième élément, deuxième exemple, c'est celui du service. Donc, celui-ci, c'est Happy Return, qui est une start-up américaine dont le business model consiste à offrir un service gratuit auprès des consommateurs qui souhaiteraient retourner leurs commandes e-commerce. Ce qu'ils font, en fait, ils ont des return bars dans les centres commerciaux où n'importe quel consommateur peut venir et venir déposer son produit qu'il souhaite retourner, sans avoir à le remettre dans un carton, sans avoir à s'occuper de quelle est sa facture, etc. Et en fait, le service est gratuit, mais il n'y a pas de malice derrière ça. Hein. Le service est gratuit, c'est la marque qui le finance, parce qu'en fait, il y a une forme de mutualisation des retours et pas de coûts, enfin une minimisation des coûts pour les marques. L'enjeu ici, hein, à nouveau, c'est un partage de la donnée spontané de la part des consommateurs parce qu'il y a un service. Donc il y a une vraie relation de confiance à nouveau entre cet acteur qu'on pourrait accuser de venir collecter des données. Non, en fait c'est constitutif de sa proposition de service. Troisième élément, bon, qui est connu de tous, hein, c'est l'appli Nike qui est coach sportif. Et qui est en fait intéressante parce qu'elle positionne Nike non plus comme un simple équipementier, comme une proposition de produits systématiques, mais au contraire comme un accompagnateur, un coach sportif et un accompagnateur de la performance, des pics de forme, des capacités à manger du dénivelé, etc. Et ça, c'est justement ce sur quoi on aurait pu se dire, bah, attention, Nike, ils viennent récupérer des données de santé, des données de fréquence cardiaque, des éléments très, très sensibles. Au contraire, c'est dans la proposition de valeur de la marque que de venir utiliser cette donnée pour améliorer l'expérience consommateur. Alors chez Sephora, cette relation finalement de confiance avec le client, elle s'incarne pas forcément par le coaching sportif, mais plutôt par le coaching beauté, on va dire. Il y a différents niveaux. Le premier, c'est évidemment dans l'ADN clairement de l'enseigne, on a le fait d'aller chercher et d'aller scouter les meilleures marques, quel que soit le pays dans lequel elles vont sortir, voilà, pour offrir à nos clients le meilleur plateau, finalement la meilleure sélection produits disponible à l'instant T. Le deuxième vraiment axe extrêmement fort dans cette relation de confiance, il est autour de sortir justement du côté retail produit, mais inspiration, création de contenu et création de valeur par différents axes, notamment la mise à disposition de contenus éducatifs, pédagogiques, autour de tutoriels et de contenus inspirationnels, quel que soit finalement le canal préférentiel du client, donc que ce soit le site internet, l'application mobile, les magasins, demain les nouveaux touchpoints de conversation voilà, qu'on a évoqué tout à l'heure. Essayer cette capacité finalement à les créer, à les mettre à disposition et surtout avec pertinence. Et c'est un enjeu fort pour nous. Et vraiment le troisième point, c'est ce côté finalement, quand on dit on a des conversations avec les clients, on les a évidemment avec différents objectifs, mais on a également tout ce qui est feedback. Et de notre côté, on considère que les feedbacks, c'est vraiment un cadeau de la part des clients, qu'on doit vraiment tenir compte et qu'on doit surtout les diffuser dans l'organisation pour que on soit dans une logique d'amélioration continue. Et on a mis en place des systèmes de feedback management où en fait finalement on va collecter après chaque achat les feedbacks des clients et on va qualifier cette information et la redescendre au niveau de nos équipes magasins pour qu'il y ait des plans d'action opérationnels qui soient systématiquement mis en place pour toujours améliorer l'expérience client et capitaliser sur ce qui fonctionne bien et le généraliser dans le réseau et puis gommer ce qui est perfectible. Voilà. Et c'est remettre surtout nos équipes magasins au cœur de ce dispositif parce que c'est essentiellement ces personnes-là qui sont en contact avec les clients régulièrement et c'est avec eux qu'on doit partager ces informations pour pouvoir gagner ensemble. Dernier élément, celui technologique. Évidemment, j'ai introduit le propos en disant que le CRM, c'était une commodité de l'ancien monde. La commodité à venir, c'est justement un nouveau triptyque. Celui du CRM, de la DMP ou tous ses équivalents et d'un data lake, parce qu'aujourd'hui, en fait, cette relation client et cet engagement client, il passe par une meilleure connaissance client et une meilleure activation de cette connaissance client. Donc aujourd'hui, on retrouve 3 éléments clés dans cette relation client. CRM, qui est évidemment le réceptacle de données transactionnelles, de données déclaratives. La DMP, qui est davantage un outil de collecte des comportements navigationnels, tiers, etc. Et puis le data lake qui vient en fait venir être cette couche d'exploration des données, de croisement de ces différentes formes de données et d'enrichissement de cette donnée, d'une part.
et d'autre part d'automatisation. Parce qu'en fait, ce qui est vraiment clé je pense dans la relation client, c'est à la fois une meilleure connaissance et une meilleure automatisation de cette relation, notamment sur les nouveaux touchpoints. Peut-être je peux te laisser dire un dernier mot. Ben, tout à fait, ouais, je suis complètement aligné. Quand on travaille avec Artefact, c'est un peu la vision qu'on essaie d'avoir, c'est d'avoir cette création de pertinence, finalement, quel que soit le canal, dans le cadre de nos plans d'animation client, de personnalisation, de création d'expérience. Et finalement, les outils, ce sont des vecteurs, et l'important, c'est d'arriver à avoir le bon assemblage d'écosystèmes qui permettent de délivrer les bons usages avec le bon niveau d'investissement. Et ce qui est intéressant dans la relation qu'on peut avoir avec Artefact, c'est d'avoir à la fois cette vision un peu animation client, expérience, parcours un peu global, et puis après de pouvoir redescendre et de créer ces espèces de POC ou ces petits projets de vérification de la valeur qu'on attend, avant de passer justement à ces phases d'industrialisation. Donc c'est là où, en tout cas nous on apprécie côté Sephora ce mode d'interaction agile, on va dire. Merci beaucoup.